Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre session de la formation Full Stack au Collège de Rosemont. Ce soir, on va regarder, puis on va continuer nos aventures avec le back-end d'Express. Donc, on va regarder le principe de middleware. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange le matin? Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? On va regarder en fait un cas d'utilisation qui a été demandé par un de vous. On va regarder l'utilisation des Java Web Tokens pour être capable de communiquer de l'information authentifiée sur un serveur de back-end. Donc, l'utilisation d'une... On va le voir tantôt, là, mais le principe des Java Web Tokens, c'est d'être capable de prouver que ça vient de toi, cette information-là, qui est habituellement le pilier de choses comme la communication sécurisée ou l'authentification sur une application web. Donc, on va regarder ça aujourd'hui, mais on va commencer, comme d'habitude, avec une correction du devoir qu'on avait fait précédemment. Donc, on avait la création d'un API qu'on avait à faire la semaine passée. Donc, l'API avait besoin d'avoir 3 routes différentes. Une route quotes, une route pour les ID, puis une route pour une valeur aléatoire. Donc, on va le reconstruire ensemble, puis on va regarder les différents éléments qui étaient importants pour être capable de travailler avec ça. Fait que je me suis créé ici une application de base de Express. J'ai utilisé le Express Generator, mais j'ai commencé à hacher à l'intérieur pour être capable de avoir juste qu'est-ce que nous on a besoin. Un point intéressant que nous on peut utiliser, puisqu'on veut avoir juste des adresses qui sont sur un chemin dédié de mon API, je peux utiliser un routeur qu'on avait vu la semaine passée. Donc, on avait les routeurs ici, des index et des users. Donc, moi, je vais pouvoir faire mon quotes router. Puis, il va falloir que j'écrive mon propre fichier qui gère cette affaire-là. Fait qu'on va pouvoir, puis ici, on va dire, je veux que pour le chemin quotes, tu utilises mon quotes router. Fait qu'on peut en fait se défaire des autres qu'on n'utilisera pas vraiment. Puis à l'intérieur du quotes, ben pour savoir quoi faire, on peut se baser sur qu'est-ce qui existe dans les autres. Donc c'est à ça que ça sert, les générateurs, c'est ça que ça sert, les squelettes. On est capable de commencer à travailler avec pour facilement l'utiliser. Donc je me fais ici, je peux voir, il n'y a rien qui indique que c'est spécifiquement les users. Je peux voir ici que ça utilise le mot-clé router. C'est super parce que ça me permet d'avoir quelque chose de généralisé. Donc, je peux voir ici que j'ai le get, j'ai la fonction, j'ai l'exportation. Donc, on peut juste tester ça rapidement. Ici, on avait aussi jasé la semaine passée qu'un élément pour le développement d'applications avec Express qui était utilisé, c'est NodeMon. Donc, on va l'installer pour être capable de monitorer mon application. On s'en va dans notre package.json, puis on rajoute NodeMon. Puis maintenant, quand je fais mon npm start, on peut voir que NodeMon était courant. Là, ici, j'ai une autre application qui roule déjà. On va aller l'arrêter pour être capable de travailler avec ça. Là, je veux en fait voir ça ici. Ça. Et où est mon autre application qui roule? Ici. Et voilà. Donc, on reporte ça. On a notre application qui roule.
puis on veut venir tester notre API, fait qu'on peut utiliser Insomnia, hein, qui me permet de faire un paquet. Ici, on va se créer un non, j'ai pas besoin. Ici, c'est une bonne question de Carl qui dit en lien avec Nodemon, il n'y a pas un moyen aussi que ça rafraîchisse la page? Pas vraiment, okay? Puisqu'on est en train de créer des API, ça devient pas mal plus qu'il faut refaire la requête manuellement. Par contre, avec Insomnia, ben, on peut faire notre requête, ok, juste à quotes, on veut un get, oups, une nouvelle requête, je veux un get, ok, je veux juste faire quote slash, puis on s'en va à localhost 3000 slash quotes. Et je peux voir ici qu'on a le respond with a resource. Ici, on va mettre ça de côté ici, à côté, et on va pouvoir le tester rapidement avec un Allo. Ça a reloadé, je peux faire mon send, puis je peux voir que Allo il est là. Puisque c'est un API, hein, le principe c'est ça ici, ça ne va pas savoir que les deux sont en lien, comme il n'y a pas de manière facile de gérer les deux. Ça se peut qu'il y en ait, comme ça serait possible comme technique, mais moi, en tout cas, moi, j'ai pas d'outils. Si vous en connaissez, speak now or forever be silent. Donc, on veut travailler avec notre slash quotes. Donc, on est déjà bien parti. Hein? On a le slash quotes qui est maintenant disponible sur le slash normal. Qu'est-ce qu'on voulait, nous autres, sur le slash quotes? On voulait retourner le tableau des citations en JSON. Fait que pour être capable de travailler avec ça, on avait notre fichier quotes.json qui était disponible. Donc, on peut faire un... Ici, j'utilise les var, je devrais utiliser les lettres, mais habituellement, quand tu travailles dans un projet, tu utilises la syntaxe puis la nomenclature du projet. Fait que dans ce cas-ci, il faudrait que je commence à tout traduire qu'est-ce qu'il y a avec. Fait que je me donne le droit. Et là, il va falloir que je fasse un point slash. Puis ici, on fait juste pour le tester, juste pour s'assurer que tout est beau. On a les quotes. Et quand je fais un send, je peux voir ici, on a les quotes. OK, ça marche bien. Puis, si on se souvient de notre fichier, on avait initialement le tableau des quotes, c'était dans l'élément quotes. Fait ici, ce que je peux faire, c'est du fancy JavaScriptage, puis aller chercher juste les quotes. Fait que là, ça me permet d'avoir juste la partie tableau de mon objet JSON. Fait que on réessaye ça. Je fais, ben en fait, on peut envoyer quotes ici. Et quand je send ça, je peux voir que le JSON que je reçois, ben, premièrement, je reçois du JSON, puis ça commence avec un tableau. Puis à l'intérieur du tableau, j'ai les différents quotes, les différents auteurs. Fait que on a ici notre premier élément qui me permet de représenter le tableau avec les citations en JSON. Ça va bien? On veut un deuxième élément. Fait qu'ici, on peut copier ça. Et nous dire, je veux avoir ici le ID. On avait vu qu'on avait la possibilité d'avoir des paramètres hein, dans notre... si on retourne voir ici sur le site de Express,
quand on était voir le Basic Routing. En fait, je pense que c'était dans le Routing Guide. On avait les Root Parameters, qui était l'élément principal qui nous permettait de faire des API. Donc, on peut représenter un élément avec un 2 points, puis cet élément-là va être dans la liste des paramètres. Donc, on est capable de donner un ID ici, juste pour tester. Hein. On peut donner juste le... on va utiliser ici le ID est... Et là, on peut utiliser... de même. Dans Insomnia, on va se dupliquer ça, puis on va y donner un 4. Et je peux voir maintenant que le ID était bien 4, c'est l'information que j'ai rentrée. En fait, ici, je peux rentrer n'importe quoi, puis ça va être le ID qui va être présenté. Je voulais pas que ça me fasse des choses. Je voulais 4. Et je voulais 4. Donc, avec ça, on peut voir aussi que le quotes à 4 apparaît ici. On est en business. On a donc besoin d'utiliser cet élément-là pour être capable de se positionner à l'intérieur de notre tableau. Ce qu'on veut faire ici, on revient à notre but, c'est retourner la citation en JSON avec l'indice de notre ID. Donc, pour être capable de faire ça, on utilise tout simplement nos quotes. C'est un tableau, puis à l'intérieur, on a ça. Et on peut voir ici que j'ai retourné le quote numéro 4. En passant, si on est en train de travailler en mode Fancy JavaScript Developer, on peut faire quelques améliorations. Premièrement, ici, on a une fonction d'expression. Je peux transformer ça en arrow function en enlevant le mot function puis en mettant une flèche à la place. Je peux aussi corriger l'autre au besoin. Puis on avait vu aussi que quand on travaille avec des fonctions et qu'on a un élément qui, quoique ici ça ne marchera pas directement. Ah non, on ne pourra pas l'avoir. Parce qu'il est dans une sous-affaire. Nevermind. Donc on peut juste utiliser le recparams.id. Ça va être bien en masse pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc après ça, le dernier, ça va être le /random qui va me permettre de trouver une situation au hasard à l'intérieur du tableau. Fait que il me faut une manière de, premièrement, trouver une valeur aléatoire. Fait que je peux ici me faire une petite fonction, là, puis si je cherche, admettons, comment faire des choses random dans JavaScript, là, je peux tomber sur mat.random. Puis je peux même voir que on a ici directement ce que j'ai besoin, okay, qui me permet de trouver une valeur entière entre 0 et l'intervalle exclu, ce qui est ce que je veux faire dans mon cas. Formater ça, excellent. Fait que je peux avoir ma nouvelle fonction random. Puis là, ici, on va regarder une problématique, OK, très présente qu'il faut faire attention. Fait qu'on va juste tester qu'on est capable ici d'envoyer random, puis on va envoyer, mettons, une valeur. J'utilise backtick. Puis on va dire get
random int de 50. Fait que ça devrait me donner les résultats, puis ça devrait me donner quelque chose de différent à chaque fois. Fait que je m'en vais dans mon Insomnia, et je vais dupliquer ça, on va dire /random, on crée ça, on écrit random, on fait send, puis ça me dit 200 avec aucun body. Qu'est-ce qui vient de se passer, d'après vous? Donc en ce moment, j'ai fait mon random, ça serait supposé m'envoyer du texte là, qui serait marqué random avec une valeur. Là, ça marche pas. J'ai pas réussi à mettre mon random correctement. Ça me retourne un code 200. Je peux même voir que il a vu quotes.random, mais ça n'a pas fonctionné. Ça ici, c'est une erreur typique de Express si on essaie de débugger ça. Là. Fait que on va regarder, puis on va essayer de, mettons, de mettre un console log qui dit random. Juste pour voir, ok, est-ce qu'on se rend bien là? Et quand je l'essaye, je peux voir qu'il y a le get, mais le console log avec juste le mot random n'est pas là. Fait que là, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là? Fait que là, ce que je peux faire, c'est, j'en ai deux autres. Je vais mettre des console log ici. Juste pour savoir qu'est-ce qui se passe, là. Où c'est que je m'en vais quand je fais ça. Fait que je refais mon getQuotes random. Puis là, si je regarde, j'ai le get de tantôt. Puis je peux voir que ça perd les popettes. On est dans le ID. OK, donc on est dans le ID ici. Pourquoi? Parce que le ID, ben, dit si tu as slash, puis si tu as n'importe quoi, va là-dedans. Le mot random, ça fait partie de n'importe quoi. Fait que la problématique ici, c'est que j'ai le code random ici qui est après cet élément-là. Donc lui, quand il configure les différentes routes, Express va donner une priorité à l'ordre dans lequel tu vas les mettre. Donc il faut faire très attention quand on les set up. Lui, il va toujours regarder est-ce que ça marche avec le premier. Fait qu'en ce moment, je suis dans quotes. Est-ce que /random fit avec ça? Ça fit pas. OK, je teste le deuxième. Est-ce que /random, ça fit avec ça? Ça fit, parfait. C'est là-dedans que je l'envoie. Donc, si je veux être capable d'avoir le random et le ID, il faut que je prenne la partie ID et que je la mette après le random. Comme ça, il va tester celui-là, qui est une route statique, là, avec juste une adresse spécifique. Puis si cela ne marche pas, ben là, je peux dire marque n'importe quoi, moi je vais considérer ça comme un ID. Et si on réessaye ça avec random, je peux voir ici, j'ai le random 17. Fait qu'on peut voir que maintenant, c'est fonctionnel. On peut avoir notre élément. Puis la dernière chose qui nous manque, c'est on ne veut pas renvoyer random. On veut renvoyer. Ici, on va le faire de la bonne manière. On va avoir un index qui va être le get random int de notre quotes.length. Puis on va aller dans quotes à l'index. Maintenant, quand je fais un send, ça roule cette fonction-là à partir de la taille de mes quotes. Puis ça m'en retourne un. Puis à chaque fois que je clique, ça m'en donne un différent. Yay! On a réussi notre logiciel qui avait 3 éléments à l'intérieur. Les quotes avec le ID, les quotes avec le random. J'avais juste été sournois dans le fait que j'avais mis le random après le ID pour générer le bug où c'est que le random va
devoir être avant le ID pour que ce soit fonctionnel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on se lance dans notre continuation des éléments de ce soir? Effectivement. Donc, avec le regex, c'est toujours possible. Ici, avec, faut faire attention, le regex, par exemple, il y a une certaine pénalité de performance qui vient avec. C'est quand même assez lent de le tester. Mais effectivement, tu pourrais avoir pas random, puis n'importe quoi d'autre, puis là, tu pourrais commencer à utiliser le n'importe quoi d'autre comme tu as besoin. Parfait. Fait que, on va aller regarder le principe des middleware. Donc, le principe des middleware, comment est-ce que ça fonctionne? Puis, qu'est-ce que c'est supposé de faire? Donc, le principe du middleware, c'est, puis ça porte bien son nom, là, une fois qu'on comprend c'est quoi la problématique derrière. Oh! Pour le test, ah oui, c'est vrai, j'avais un test que j'avais donné avec. On peut le tester aussi. J'avais un test qui venait avec. On va le passer. Et ici. Si on rajoute le test que j'ai pas mis, je pense que c'est .test.js. On a notre test. On va arrêter. Fait que pour le test, on nous disait qu'il fallait utiliser Jest et Supertest. Fait qu'on va installer Jest et Supertest. Puis à l'intérieur, on disait que dans les scripts, il fallait rajouter test avec Jest, qui est une librairie de tests. Si on regarde les tests, de quoi ils ont de l'air, des tests unitaires en JavaScript, donc Jest ou Mocha, c'est comme les deux grosses librairies qui nous permettent de décrire puis de construire des tests. Fait que le principe, c'est qu'on a des blocs de tests qui sont des descriptions de ce qui se passe. Fait qu'on a ici le describe qui prend deux paramètres. Le texte qui va être affiché, fait qu'on peut comme donner des noms à nos tests pour être capable de facilement les repérer quand on va tous les exécuter. Puis à l'intérieur du bloc de describe, tu as des tests individuels. En fait, le describe est facultatif, tu pourrais juste avoir directement les tests si tu veux. Et à partir de là, ben, on a le test avec les différentes réponses. Puis on fait juste tester les différents éléments. Ça ici, ça n'existe plus cette affaire-là, par exemple. On va enlever ce test-là. En fait, ce test-là au complet marche juste avec le générateur que j'ai enlevé pour l'instant. Fait que on peut voir ici que ça va chercher quotes. On s'attend à ce que ce soit du JSON. On s'attend qu'on ait le 200. Puis on s'attend à ce que ça soit d'une taille précise que moi j'ai déjà calculé. Fait que si on fait npm test, on voit que ça roule Jest. On voit que Jest va chercher les fichiers qui ont la syntaxe, le nom à l'intérieur, qui finit par .test.js. Donc, on peut voir aussi que Visual Studio Code est conscient que c'est un test. Il change sa petite couleur d'icône pour que ça soit orange de test. Puis à partir de là, on a les différents tests. OK. Donc, dans ce bloc-là, test equals path, puis on a ici, ça devrait retourner le JSON, ça devrait retourner le quote 2 avec le texte spécifique que j'ai donné. Ça devrait retourner un quote random. OK. Donc, puis ici, on a un console log de trop, en fait. Si je fais juste le test, ça devrait juste le faire. Je vois ici que j'ai des console logs de mon serveur. Puis, en fait, ici,
Ça doit être random. C'est un mauvais test. Et voilà. Fait que je peux voir ici, j'ai testé quotes, testé /2, testé /random. Et on peut voir que mes 3 tests y ont passé. C'est une erreur d'importation. On pourra effectivement voir tantôt, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Parfait. Fait que ça, c'est bon. On peut revenir à notre sujet de la journée, qui est les middleware. Donc, oui, définitivement, je peux vous glisser ces fichiers-là. Reveal and Finder. Et que je vais vous même remettre le app principal. Et après ça, on a le fichier quotes qui devrait être dans le dossier /quotes. Et on a le test que j'ai modifié un petit peu. Il y avait quelques petites erreurs. Je suis capable de travailler avec. Parfait. Fait que ça, c'est fait. On est bon avec ça. Donc, cette semaine, on regarde le principe de middleware. Qu'est-ce qu'un middleware? Vous me demandez. Excellente question, étudiant. Donc, le middleware, c'est le principe d'avoir l'information de notre requête qui va être capable de passer à travers plusieurs transformations, plusieurs accès différents. Fait que le principe, c'est on peut voir notre requête puis notre réponse, là, parce qu'on est en train de faire un serveur web. Le principe, c'est que en tant que client, je vais faire une requête au serveur. Puis quand je fais une requête au serveur, le serveur, il faut qu'il me donne une réponse. Fait que, entre la requête puis la réponse, il peut se passer pas mal de choses. Puis le principe des middleware, c'est d'être capable de dire, ben, les différentes fonctions que je veux appliquer sur ma requête, okay, les différentes transformations, les différentes fonctionnalités de mon système peuvent être complètement découpées. Okay? Donc, le principe, c'est de dire, quand j'ai une requête puis une réponse qui est en train de comme se former, je peux avoir plusieurs étapes. Okay? Fait que comme première étape, je pourrais commencer à loguer qu'est-ce qui a été dit. Ensuite, comme deuxième étape, ben, je pourrais vérifier l'authentification. Comme troisième étape, je pourrais aller chercher avec l'authentification l'utilisateur dans une base de données. Comme quatrième étape, ben là, je pourrais dire, OK, ben, j'ai réussi à authentifier l'utilisateur, je sais c'est qui l'utilisateur, c'était quoi la requête. Puis là, je peux dire, OK, ben, si c'était une requête, montre-moi mes posts sur Facebook. Là, je peux aller chercher les posts sur Facebook, construire la réponse avec ça, puis renvoyer la dite réponse. Donc, le principe de middleware, c'est d'être capable de dire, quand je reçois la requête, je vais avoir plusieurs étapes, okay, une après l'autre, qui vont être exécutées sur ma requête pour formuler ma réponse. Puis, une fois que je sais c'est quoi ma réponse, ben, le dernier middleware va être capable d'envoyer la dite réponse. Fait que le principe d'Express est bâti sur ce concept-là de middleware. En fait, à chaque fois qu'on est en train de décrire les différents éléments de nos routes avec le get, avec le use, avec le post, c'est toutes des fonctions de middleware. Donc, le principe, c'est d'être capable de dire voici ce que je fais avec la requête, voici ce que je fais avec la réponse, puis si j'ai terminé, je peux renvoyer la réponse à un certain moment donné, mais si je n'ai pas terminé, je peux avoir des middleware qui disent, ben, gars, moi, je suis juste un intermédiaire, tu peux passer au prochain dans la liste. Fait qu'on va regarder comment est-ce que le principe de middleware fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, puis après ça, on va regarder le cas d'utilisation avec les Java Web Tokens. Fait que si on regarde la fonction qu'on écrit depuis le début, hein, pour être capable de travailler avec Express.
Donc, on a, hein, là ici c'est routeur, là, mais si on est dans app, ça serait le app.use ou le app.get ou le app.post. OK? Puis, ça nous dit, voici la route sur laquelle je suis capable de l'utiliser. Puis, après ça, on a la fonction de middleware. Donc, Alili demande, est-ce que les middleware, c'est requis ou c'est juste une bonne pratique? C'est fondamental à Express. Tu ne peux pas utiliser Express sans utiliser des middleware. Souvent, par exemple, le middleware, il va juste en avoir un, puis ça va être directement être ta réponse. OK? Mais on va voir que ça vient avec qu'est-ce que tu veux essayer de faire. Donc, c'est pas une bonne pratique, c'est intégré à comment tu utilises Express. T'as pas le choix. Fait que j'imagine que c'est une bonne pratique parce que c'est la seule pratique. Donc, on a l'endroit où c'est que tu vas pouvoir agir. Puis, à cet emplacement-là, on va avoir la fonction de middleware. Donc, en gros, la fonction de middleware, c'est une fonction qui va toujours avoir la même forme. Puis, la forme est dictée dans la documentation, dans le développement de Express. Fait que comment est-ce que ça va fonctionner? On a une fonction qui va avoir jusqu'à 3 paramètres. Donc, souvent, nous, on l'a utilisé avec juste 2, hein? Avec juste le rec et le res. Mais en fait, on peut avoir 3, puis on peut même avoir des fonctions spéciales de middleware qui vont en avoir 4. On va voir ça tantôt. Mais minimalement 2, parfois 3. On peut voir même que je ne l'utilise pas, fait que je pourrais même l'enlever. Hein, ça fonctionnerait quand même juste avec 2. Le JavaScript, il n'y a pas de problème avec ça. OK, ça marche quand même. Tout est fonctionnel. Tout est beau. OK, même si j'ai juste mes 2 paramètres. Fait que là, la question, c'est OK, quand je crée des choses sur Express, il faut que j'utilise une fonction qui me dit OK, une méthode quelconque, il faut que je donne une route, puis après ça, il faut que je donne une fonction de middleware. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans la fonction de middleware? C'est quoi les fonctionnalités qui viennent avec ça? Fait que la fonction de middleware, on a toujours le même ordre des paramètres. Le premier, ça va être la requête elle-même. Donc, la requête, c'est un objet qui est créé par Express, puis qui va toujours avoir les mêmes informations à l'intérieur. Fait que, habituellement, on l'appelle rec, donc dans toutes les différentes librairies, même pas en JavaScript, c'est habituellement rec pour la request, la requête. Si on regarde de quoi ça a l'air la requête, ben, on peut aller voir un paquet d'informations à l'intérieur de la requête. Jusqu'à présent, nous autres, on avait utilisé le params, qui me permettait de travailler avec les différents paramètres des routes. On vient de le faire tantôt. Mais on peut avoir d'autres éléments. Donc, si, admettons, j'ai un post, ben, ça va être le body qui va me permettre de voir c'était quoi que j'ai envoyé dans mon post. Si je veux être capable de savoir c'est quoi la méthode, je peux aller chercher la méthode qui va dire le get, le push, le put, et ainsi de suite. Donc, je pourrais avoir ici un code qui travaille sur plusieurs méthodes en même temps, puis j'aurais une conditionnelle qui me permettrait de passer au travers. Je peux aller voir les cookies qui sont envoyés avec ma requête. Donc, on peut aller voir le cookies.name pour aller travailler avec. Donc, on a un paquet d'informations qui me permettent de travailler avec les informations de la requête. De l'autre bord, on a la réponse qui me permet d'avoir le même principe. Donc, je peux construire la réponse en petit peu par petit peu. Fait qu'on a différentes propriétés dans la réponse. Puis on peut aussi avoir dans la réponse différentes méthodes qui vont nous permettre de dire
OK, ben, je suis prêt à renvoyer la réponse. Voici le format que je veux utiliser pour cette réponse-là. Ben, mettons, on a aussi des autres méthodes, mettons, genre la méthode cookie, hein, qui va me permettre de setter un cookie dans ma réponse. OK, que quand je vais renvoyer ma réponse, je vais pouvoir dire à mon navigateur, voici un cookie, voici l'information, voici l'expiration qui vient avec. OK? Donc, on a toutes ces possibilités-là qui viennent avec la réponse. Fait que, on crée des fonctions. OK? On a le rec pour regarder la requête, être capable d'identifier les éléments de la requête. On a le res qui est capable de construire la réponse. Et finalement, on a le next qui va être un callback. Donc, en fait, c'est une fonction que je peux appeler qui va me permettre de passer au prochain middleware dans la liste. Donc, ça me permet, en fait, de dire, c'est pas à moi de trouver la réponse en ce moment, on passe au prochain, puis on regarde qu'est-ce qui se passe avec. Fait que pour comprendre tous ces éléments-là, on va regarder un petit exemple. Okay, donc, on va reconstruire notre fonction de base. Donc, ici, on avait un qui était assez simple. Et point. OK. On va ici revenir un petit peu en arrière. On va déliter ça parce qu'on n'en a plus besoin. Fait que on va revenir avec notre plus petite application possible d'Express. Juste pour bien voir comment les middleware fonctionnent, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que si je fais un petit npm start, j'ai une autre mod déjà installée. Excellent. Et on peut faire un get. Juste du slash. Je peux voir que j'ai mon hello world. OK, j'ai mon serveur fonctionnel. On va regarder comment ça marche, les requêtes, les réponses et les middleware. Fait que on veut ici rajouter une fonction de middleware. Donc le principe, c'est qu'en ce moment, j'en ai déjà une qui existe, okay, qui me dit quand je suis sur slash, je veux que ma réponse, je l'envoie, puis que ce soit hello world. Donc quand on renvoie la réponse, c'est toujours la dernière action dans la série de middleware. Donc après ça, il n'y en aurait pas d'autres que je pourrais utiliser. Mais avant ça, je peux avoir d'autres middleware qui vont prendre en considération qu'est-ce que je veux faire. Fait que je peux ici me créer une fonction intermédiaire. Puis si je veux utiliser le middleware, okay, donc cette fonction-là, si je veux l'utiliser en tout temps, fait qu'ici je veux juste me faire un console log. Donc à chaque fois que je vais aller quelque part, je veux avoir ici le mot-clé logged qui apparaît. Okay, ça veut dire à chaque fois qu'il y a une requête, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je veux le savoir. Fait que une des méthodes pour utiliser un middleware à n'importe quel moment, ce que je peux faire, c'est utiliser le app.use. Qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une fonction, okay, que j'ai appelée myLogger. C'est une fonction de middleware qui a 3 paramètres d'entrée. Puis je dis utilise mon logger en tout temps. Fait que maintenant, quand je fais un send, je peux voir qu'à chaque fois que je clique, je peux voir que le Hello World apparaît quand même. Mais avant de se rendre jusque-là, il a passé à travers ma fonction de middleware, puis une fois qu'il avait terminé, il s'est rendu là. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ma fonction de middleware? Ben, je peux voir ici que j'ai mon console logged. Ça va bien. Puis, ensuite, j'invoque
le next. Donc, le next est très important parce que si ça m'indique que je n'ai pas terminé, continue à travailler, va chercher le prochain middleware dans la liste. Si je ne mets pas ça, et que j'essaie de faire ma requête, le log apparaît, mais puisque je n'ai pas dit va chercher le prochain dans la liste, il est comme un peu perdu, puis il n'est pas capable de revenir, puis de trouver, ok? On a donc la requête qui est pending, ok? Puis qui n'a pas juste pas fonctionné. Fait que le next est utilisé pour dire va au prochain dans la liste. Donc, là, ici, on va regarder plusieurs méthodes de modifier cette possibilité-là, d'être capable de travailler sur différentes manières de l'écrire. Hein, premièrement, on a une fonction que j'ai créée dans une variable, puis qu'après ça, j'envoie la variable. On peut directement, donc premièrement, hein, si on est un petit peu plus fancy en JavaScript, on peut faire des arrow functions avec ça. Puis si c'est des arrow functions, en fait, c'est des fonctions d'expression, en fait, je pourrais juste prendre ça directement, puis l'utiliser ici. Donc, utilise cette affaire-là qui dit que c'est ça log. Quand je fais mon start, je peux voir que le Hello World fonctionne quand même. Je peux, quand j'utilise le use, okay, donc si on retourne voir dans la documentation, puis que je regarde mon application, et que je regarde le use. Si je regarde le use, okay, l'élément fondamental, c'est un callback, hein, qui peut être une fonction de middleware, comme qu'est-ce que je viens tout juste d'écrire. Mais quand j'utilise le use, je peux aussi, comme premier paramètre, indiquer un path qui va dire sur quelle adresse est-ce que ça fonctionne. Fait que je peux ici dire sur le slash, ok, que ça soit, fait que là ici j'ai un hello world, mais si je fais, mettons, un put, ça va me dire je peux pas put, ok, ça me donne un 404, mais ici ça log quand même, hein, parce que le use, qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça va être utilisé sur n'importe quelle méthode. Donc, c'est super utile. Ça me permet de travailler à travers toutes les différentes requêtes possibles. Parfait. Donc, on peut les enchaîner, ces affaires-là. Fait qu'admettons ici, je me fais une deuxième. Ici, si on regarde ça, on a une deuxième fonction, et puis même on va garder le même. En fait, le nom peut nous bien indiquer qu'est-ce qui se passe là. Donc, j'ai une fonction qui va aller chercher l'heure courante, puis qui va aller mettre ça dans notre objet de requête. Donc, un autre élément qui est important de comprendre quand on travaille avec le middleware, c'est que le middleware peut transformer la requête ou la réponse. Donc, on peut y rajouter des informations pour être capable de construire au fur et à mesure qu'on avance notre élément requis. Donc, le principe, c'est que si après ça, je m'en vais dans le... même si je m'en vais ici dans le appuse, je peux faire un console.log de rec.requestTime. Et maintenant, quand je fais mon get, j'ai le Hello World, puis j'ai l'heure. Ok, donc là, ici, c'est en secondes depuis le temps Unix. C'est comme ça que ça fonctionne, la date par défaut. Donc, on peut voir que, par contre, l'information est là.
L'information existe. En fait, ce que je peux faire, c'est même utiliser cette information-là dans mes autres middleware après celui que j'ai. Puis ça peut me donner l'information que j'ai besoin. Donc ici, on a 3 middleware. Un qui rajoute le temps dans ma requête, que je peux l'utiliser n'importe où. Un deuxième qui me permet de prendre des logs, okay, donc de sauvegarder de l'information en tant qu'administrateur de serveur. Et on a un dernier middleware qui va être comme le résultat de ma réponse, okay, qui va me permettre de travailler avec okay, la modification que j'ai faite, puis de renvoyer une réponse. Donc on peut voir ici, à chaque fois qu'on a un middleware intermédiaire, c'est toujours primordial de finir avec le next. Puis quand j'ai terminé, ben, je vais utiliser une des méthodes d'envoi de réponse. La plus typique, c'est le send, qui me permet de renvoyer le texte avec un code 200 par défaut. Cool. On a des méthodes alternatives pour travailler avec les différentes requêtes. Donc, si on regarde ici, quand on regarde notre application, merci, puis qu'on regarde le use, on peut avoir, okay, quand on a notre callback, là, on peut avoir une série de fonctions middleware. Donc, on peut directement les enchaîner à même le même use au besoin. On peut aussi avoir un tableau de fonctions middleware. Donc, on peut les enchaîner de n'importe quelle manière qu'on veut, là, okay? Puis ça va nous donner quelque chose de legit qui va se faire en ordre qui apparaît. Puis le principe, c'est que ça se peut qu'à certains moments, la requête soit répondue plus tôt dans le stack. Hein? Donc, si mettons, on est en train de faire l'authentification, ben, tu commences, tu vérifies l'authentification, puis si l'authentification n'est pas correcte, ben, tu bloques tout de suite pour envoyer un 404 ou un 503 forbidden, OK, pour être capable de répondre rapidement. Si on regarde, qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on avait dans l'application de base. Hein? Donc, quand on avait construit notre avec l'Express Generator, juste pour voir c'est quoi le principe qui vient avec. Fait que, on peut voir ici, on a un paquet de use qui vient automatiquement avec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que quand je construis une application avec l'Express Generator, ça me rajoute des middleware qui vont me permettre de facilement traiter de différents éléments typiques. Donc, on a ici, juste un instant, on a Alili qui a de la misère, mais ici, est-ce que tout le monde est correct? Test de connexion. Okay, on a du monde. On a des thumbs up. On a des thumbs up. OK. Je vais répondre rapidement. Right. Donc, on revient à notre petite affaire. On a nos différents éléments. Puis si on regarde, ben, on a le logger qui est de type dev. Puis en fait, on l'a déjà vu celui-là. Quand on avait, si on remonte, quand on avait ces messages-là, là,
C'est quoi le but de ces messages-là? Ben, ça me dit le nom de la méthode, ça me dit la route qui a été utilisée, ça me dit le code, ça me dit le temps de réponse, puis ça me dit la taille de la réponse après ça. Fait que ça, c'est fourni par ce middleware-là. Puis ce middleware-là, il n'est pas si compliqué que ça, hein, parce que toutes ces informations-là, c'est des informations qu'on peut aller chercher nous-mêmes. Si on revient ici dans notre log, là, hein, je pourrais très bien dire à la place, on met ça entre guillemets, je peux dire plus $rec.méthode. Ici, quand je refais ça, ben, je peux voir que c'est un get. Hey! Puis là, après ça, je pourrais dire c'est rec. Je pense que c'est pat. Je suis sur slash. Et tu vois, là, je suis en train de reconstruire le logger qu'on a fait tantôt là, en middleware. C'est la même chose qu'on avait, ben, que eux nous offrent, hein, dans l'élément. Puis on peut voir ici qu'on a une option aussi qui me permet de dicter ben, c'est quoi le niveau de log. Hein, fait que ça peut être des fonctions avec des paramètres. Très possible. On a ensuite deux éléments qui me permettent de prendre le JSON si c'est une requête en JSON, si le type du body est en JSON, ça va me le mettre en objet JavaScript directement. Fait que j'ai pas besoin de parser du texte, ça le fait pour moi. Donc, même principe, le cookie parser. Donc, dans la requête, les cookies, c'est du texte, là, hein, ultimement, qui est transféré sur le net. Ben là, ça nous le reconvertit pour qu'on soit capable d'utiliser les cookies à l'intérieur d'un objet JavaScript. Donc, en fait, si on regarde, puis on retourne voir dans notre requête, puis on regarde les cookies, ça le dit, là. Quand tu vas aller chercher les cookies, il faut que tu utilises le cookie parser middleware, qui va permettre de regarder la requête, regarder le texte qui vient avec les différents cookies, puis d'être capable de travailler avec. Si on regarde le code de ça, là, juste pour le fun de la chose, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, cookie parser, c'est une fonction de middleware qui va travailler puis qui va construire les cookies. Fait que tu vois ici son but, hein, ça appelle le next, comme n'importe quel autre middleware qui n'envoie pas de réponse. Ça va remplir un des paramètres de ma requête, dans ce cas-ci le cookies. Puis à partir de là, lui, il va l'utiliser en ayant été cherché dans les headers, la partie cookie qui est une partie de texte pur. Lui, il va convertir ça en objet JavaScript. On peut voir ici, c'est là que ça se passe, là, avec le cookie parse. Et après ça, il y a le code de parsing, là, mais ça, c'est pas la partie importante. Nous autres, on voit ici que c'est vraiment juste un middleware qui travaille pour nous, mais il n'y a rien de magique, là. OK? C'est juste un petit peu plus de code qui fait un élément pour nous. Parfait. C'est pas mal ça pour le principe de middleware. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce principe-là général? On va... s'il n'y en a pas, on prendra une petite pause. Puis en revenant de la pause, on irait voir une utilisation de ce principe-là avec les les JSON Web Tokens pour la communication sécurisée entre un API et un client. Ça va bien? Parfait. Donc, on va se donner une petite pause de 10 minutes pour se lever un peu, vivre les dernières minutes de soleil de la journée. Fait que on se revoit. Ici, c'est pas le bon texte.
Pause. Et avec ça, on se revoit dans 10 minutes.
On est de retour. On va tester ça ici. On fait screen check, mic test. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Hop là. Et voilà. Excellent. Tout est beau. On retourne à notre suite de cours. Donc, dans la deuxième partie d'aujourd'hui, on va regarder l'utilisation de middleware avec le principe de Java JSON Web Token, les JavaScript Serialized Object Notation Web Object. Parce que d'utiliser des acronymes dans des acronymes, c'est une excellente idée. Fait que on va commencer avec la prémisse initiale de qu'est-ce que c'est des GWT. Puis après ça, on va regarder comment l'implémenter dans un serveur. Donc ici, l'implémentation va être simplifiée parce qu'on veut juste regarder l'utilisation de cet élément-là. On va regarder la semaine prochaine, en fait, comment connecter le tout à une base de données. Puis après ça, ben, ça rajouterait cet élément-là dans le mécanisme d'authentification. Mais là, on va vraiment voir la base qui nous permettrait de commencer à utiliser cette technologie-là. Fait que on va commencer, puis on va aller regarder. Mais qu'est-ce que des Java Web Tokens? Des JSON Web Tokens. Fait que les JSON Web Tokens, ça va être une méthode qui est un protocole pour présenter de l'information de manière sécure entre deux parties. Fait que le principe fondamental des JWT, c'est d'être capable de donner une information à quelqu'un, puis que la personne est capable de te redonner cette information-là de manière asynchrone, puis de t'assurer que cette information-là a bien été fournie par toi initialement. Okay? Donc, le principe des Java Web Tokens, ça va être toujours le serveur te donne quelque chose, puis toi, tu es capable de le redonner au serveur pour prouver que initialement, c'était lui qui te l'avait donné. Puis, le principe à l'intérieur de ça, c'est qu'il va avoir ce qu'on appelle un payload, okay? Comme une information à transmettre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, on a l'exemple directement là, de à quoi ça ressemble un JWT. Bon, premièrement, habituellement, ces informations-là, quand c'est sur le web, ça va être sauvegardé à l'intérieur de cookies qui va nous permettre de le transmettre okay, avec toutes les requêtes pour être capable de le setter quand j'en ai besoin, puis d'être capable de le recevoir une fois que j'ai terminé avec. Fait que je veux retransmettre sur cette ligne de transmission-là. Fait que le principe, c'est que c'est juste une série de textes. Hein? Il y a juste un paquet de chiffres puis de lettres. Puis là, ici, c'est colorisé pour bien démontrer comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est, j'ai une première partie qui est juste encodée. Okay? Fait que le principe ici, c'est que c'est pas caché en tant que tel. L'information du JWT, c'est pas quelque chose qui est encrypté. Okay? Donc, ce n'est pas une information qui est cachée par défaut. C'est juste une information qui est... Oh, ici, Alélie, t'es revenu, mais ton micro est live. Pas de problème. Re-bienvenue. Donc, on a le JWT, le JSON Web Token, qui
a juste une information à l'intérieur. Fait qu'il y a deux parties qui sont décodables, ok, de n'importe qui, puis qui vont être capables de représenter l'information importante, un pour le protocole, puis deux pour qu'est-ce que j'essaie de faire. Hein? Encore une fois, on a ici comme thématique, je veux transmettre de l'information, donc en tant que serveur, je vais être capable de te donner une information, puis je veux que plus tard, tu sois capable de me redonner cette même information-là, puis que je sois assuré que c'est bien toi qui a fourni cette information-là, puis que ça venait de moi initialement, là, okay? Que tu as prouvé une transaction entre nous deux. Donc, on a une première partie qui est juste les informations du protocole. Donc, les informations du protocole, c'est juste le type d'algorithme. Okay? Donc, on peut le changer au besoin. Puis, ensuite, le type. OK? Au cas où, donc c'est dans la spec, là, c'est juste au cas où que ce soit d'autres choses que juste le JWT. Ensuite, on a l'information importante qui va venir avec cette transaction-là. Ici, on peut changer l'information. OK? Donc, on peut marquer Hugo Leblanc. Puis, on peut voir que l'information encodée est juste transformée, hein, mais que le restant, okay, du début ne change pas. Par contre, on a la dernière partie qui est la signature. Okay, donc ça ici, c'est juste encodé, encore une fois, c'est pas spécial. Mais la signature va être en fait comme toute la partie qui va nous permettre de travailler puis de bien présenter ces différentes informations-là. Fait que la signature va être une information qui va avoir un secret à l'intérieur, un mot de passe. Puis ce mot de passe-là va être, ben, c'est pas un mot de passe, c'est comme une clé privée, là, okay? Donc c'est une information que juste le serveur connaît. Puis ça va me permettre de signer le message, puis d'être capable d'indiquer que ce message-là, tu peux me le retourner, mais il n'y a pas personne d'autre, okay, qui serait capable de créer le même message que moi. Fait que si je change, OK, donc si je change le secret, je peux voir si ça dit oui, parce qu'il manque des lettres. Habituellement, on veut que ce soit très long. Donc, on peut voir ici qu'à chaque fois, quand je changeais le secret, ça changeait juste la partie de la signature. Ça ne changeait pas le payload. Ça ne changeait pas l'information que je veux envoyer. Par contre, la signature est affectée par le payload. Donc, on peut voir ici que c'est IQ blablabla. Donc, si je marque d'autres informations à l'intérieur de ça, la signature change avec. Fait que le principe, c'est que en tant que serveur, moi, je vais être capable d'envoyer cette information-là. Puis, quand toi, tu vas me renvoyer cette information-là, je vais savoir que c'est moi qui te l'ai envoyé initialement parce que on a l'information, puis que l'information est signée avec mon message super secret. Fait que moi, en tant que serveur, je suis capable d'envoyer ça à un client. Puis là, le client va pouvoir me le renvoyer, puis moi, je vais pouvoir vérifier que la signature est vérifiée. Si, pour quelconque raison, hein, il y a quelqu'un qui essaye de prendre ma place, puis de dire « Moi, je suis Hugo Leblanc », puis il essaye de forger la signature, ben, la signature est invalide. Donc, on ne peut pas, même si c'est la bonne information, la signature n'est pas vérifiée. Fait que ça fait en sorte que ben, ça prouve que la transaction est pas bonne, que c'est pas moi, ou en tout cas, ça vient pas de moi, cette tentative de communication-là. Fait que comment est-ce qu'on va implémenter ça dans notre serveur? Le principe, c'est qu'en tant que serveur, quand je vais recevoir une requête du client, je vais pouvoir lui renvoyer un token avec le bon secret de CT. Je vais donc envoyer cette information-là à mon client. Puis quand mon client, dans une requête subséquente, a besoin de prouver son identité, va pouvoir me renvoyer cette information-là que moi, je vais pouvoir vérifier puis le rassocier à ce client-là, à cette instance-là, à ce
payload-là. Fait que pour l'utiliser, on a besoin de librairies, okay, qui permet de regarder, de signer et de vérifier. Donc, il y en a pour différents langages. Nous autres, on est en Node.js. Fait qu'on va pouvoir utiliser la librairie JSON Web Token. Fait qu'on va regarder comment setuper un API qui nous permet d'utiliser les JSON Web Tokens, puis comment est-ce qu'on peut avoir un client qui est capable de travailler avec cet élément-là. Fait qu'on va ici se faire un nouveau petit projet. On sort de là. On va faire et puis on va utiliser l'Express Generator tant qu'à y être pour être capable d'avoir quelque chose de complet. Et ouais, on va ici utiliser npx express generator point faire un npm-i. Puis pendant que ça installe, on va aller charcuter un petit peu à l'intérieur de ça. On va aussi installer NodeMon. On va aussi installer le JSON Web Token. J'ai-tu besoin d'autre chose? Non, ça devrait être pas mal tout. Fait que je peux aller dans mon app puis commencer à tout détruire. J'ai pas besoin. Comme d'habitude. Des views, pas besoin des routes publiques. Pas besoin de ça. Ça. Excellent. Donc, on peut regarder, hein, premièrement, qu'est-ce que cette librairie-là a fait. Ici, on a dessus. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je vais avoir une méthode sign qui va me permettre de signer un payload avec une clé. Donc, si on revient à où on était. Donc, le principe, c'est que avec ces informations-là, quand je vais signer quelque chose, ça va me permettre de créer cet élément-là que je vais pouvoir envoyer. Et ensuite, on a une deuxième méthode qui va être la vérification. Fait que quand je reçois quelque chose, je vais être capable de dire voici ma clé secrète. Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que ça vient bien de moi? Donc, on va implémenter ça avec des middleware pour être capable de faire de la vérification automatique. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de l'authentification. Donc ici, je vais utiliser une version d'authentification, okay, qui est la plus boboche. Là. Fait que ici, on va se faire un post. On va mettre ça, admettons, à login. Et on va se donner une fonction de requête de réponse. Puis, on va avoir ici, ça ici. Fait que le principe fondamental, c'est je veux setter un cookie qui va avoir à l'intérieur cette information-là. OK? Avec un secret que je vais setter. Donc, on va commencer au plus bas niveau, là.
Puis on va construire autour pour être capable de aller vers qu'est-ce qu'on aurait pour... tu me dis que c'est 2 là? 4. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pour comme quelque chose qui se rapproche de l'authentification? Fait que, en ce moment, je veux juste commencer avec le minimum requis. Fait que pour le minimum requis, ce que je vais devoir avoir, bon, je vais devoir utiliser ma librairie que je viens tout juste de télécharger, JSON Web Token. Puis on avait vu que le JSON Web Token, ce que ça utilise, c'est le payload, puis le secret or private key. Fait que pour l'instant, le payload, ça va être juste un nom de login, là, tu sais, là, ça va être très simple. Fait que on va se créer une petite, un payload, ok? Puis on va dire, mettons, un élément où c'est que user, c'est Hugo. Ok? Il faudrait que je mette un égal. Ensuite, j'ai besoin d'un token à mettre dans ma réponse. Fait qu'on peut ici juste avoir un token. Puis lui, c'est là que je vais utiliser ma fonction sign. J'ai besoin du payload. Puis j'ai ensuite besoin d'un secret. Donc le secret, c'est comme une espèce de password privé. Là, on peut le voir comme une clé privée. Fait que ici, mauvaise pratique, là, mais on pourrait le mettre dans une variable d'environnement, puis on verra possiblement comment faire ça. Mais pour l'instant, on peut juste dire, OK, quelque chose de même. J'ai mon payload, puis j'ai mon secret. Si je regarde, c'est les deux éléments que j'ai besoin. Je peux avoir des options ensuite, je peux avoir des callbacks. Les options, ça serait un objet JavaScript avec lequel je peux mettre différents éléments. OK? Puis c'est pas mal ça, ouais. Fait que j'ai mon token de JSON Web Token. Là, je vais être capable de le rajouter dans un cookie. Fait que ce que je peux faire ici, c'est dans ma réponse, je peux faire un cookie. Puis comment ça fonctionne? Là, il faut que je donne un nom à mon cookie. Fait que je pourrais l'appeler, mettons, GWT token. Il faut ensuite que j'y donne qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur. Et ensuite, je peux mettre des options. OK? Donc ici, une bonne option à utiliser là, quand je travaille avec les cookies qui sont dangereux si quelqu'un d'autre tombe dessus. On peut y donner la propriété HTTP only à true. Donc ça ici, ce que ça me permet de dire, c'est que je ne peux pas aller chercher dans le navigateur juste tous les cookies possibles. C'est seulement ceux du même site. Donc, ça va être un cookie qui va être relié en ce moment à localhost, là, puis que quelqu'un d'autre ne pourrait pas aller chercher pour essayer de faire des attaques spéciales, bizarres, et ainsi de suite. Fait que j'ai rajouté le cookie, puis je peux juste dire, OK, envoie le statut 200, OK, juste pour dire que, OK, ça s'est bien passé. Fait que si on fait ça, je veux ici juste faire un post. Pour l'instant, on va rien mettre là-dedans. Il faudrait que je roule mon serveur. On va installer Nodemon, tant qu'à être. Et on peut npm start la chose. Et je veux aller sur login. Fait que je peux voir, j'ai reçu mon adresse 200.
Si je regarde dans mes cookies, j'ai un cookie qui s'appelle JWT token qui a été seté dans la réponse. Puis, si je regarde ce cookie-là, et que je retourne sur mon site, puis je copie le cookie, je peux voir que en ce moment, c'est l'algorithme, c'est le type. Le payload, c'est quoi? C'est le user Hugo. Puis, en ce moment, la signature est invalide parce que c'est pas le bon secret. Hein, nous autres, comme secret, on a mis... qu'est-ce qu'on a mis? On a mis super secret avec un point d'exclamation. Ici, si je marque super secret avec un point d'exclamation, puis là, je recommence, puis je recopie. Je peux voir qu'avec super secret, ce payload-là est maintenant officialisé. Fait que ce que je vais vouloir faire ensuite, ça va être de prendre cette information-là, puis d'être capable de l'utiliser correctement. Donc, comment je fais pour l'utiliser correctement? Fait qu'ici, admettons, je pourrais aller sur un app.get, puis on préfère juste un check, un /check. Donc, cette page-là doit me donner quelque chose, OK, de spécial si le token est bon ou pas. Fait que comment est-ce que ça va fonctionner, cette affaire-là? Fait que la première chose, c'est il va falloir que j'aille chercher le token. Donc, je sais qu'il va être dans mes cookies. Donc, je peux marquer rec.cookies.jwt token. Et ici, il me manque une accolade de... Non, il me manque une parenthèse de fin. Comme ça. Ici, si on fait juste un res.send status 200. Ici, on va vraiment le voir hein, à chaque étape. Fait qu'en ce moment, on va faire un test à check. Puis le principe, c'est que j'ai mon JWT token qui a cette information-là. Quand je fais le check, je peux voir ici, OK, dans mon console log, le token, le JWT token, il est bien là. Fait que là, je veux savoir, est-ce que ça a fonctionné correctement, mon affaire? Donc, je veux vérifier, OK, est-ce que, en sachant mon super secret, est-ce que ce message-là est bien venu de moi? Fait que si on retourne, on a la fonction verify. OK? Puis la fonction verify me donne le token, le secret, puis le callback. OK? Donc, le callback ici, ça va être la partie importante. Ici, on a-tu un exemple? Ici. Donc, si le callback est là, ça va juste agir de manière asynchrone. Donc, on va être capable de dire, ben, une fois que j'ai vérifié, OK, comment est-ce que ça va fonctionner? Puis, ici, on a-tu un exemple du callback? Un exemple du callback. C'est un callback standard, mais... Ici, on a différentes manières de l'écrire, fait qu'on peut voir comment ça fonctionne. Là. Le principe, c'est que si on envoie une fonction de callback, ça va être, OK, 2 paramètres.
l'élément décodé, ok, donc en fait l'information, ou sinon une erreur pour dire c'était pas la bonne information. Ok? Donc si on l'essaye, donc j'ai le token, je suis capable de faire JWT. En fait, je peux le faire en asynchrone, en synchrone direct ici. J'ai dessus. Chose de même. Juste pour voir comment ça va fonctionner. Donc, quand je fais mon check, encore une fois, oups, on a cassé quelque chose. Ça, c'est supposé être du texte. Puis ici, en fait, à la place de marquer ça, on peut juste marquer secret. Play. Fait que je peux voir ici. Attends, ici, il faudrait que je marque. Ça, c'est juste un objet. C'est ça le nom. Pour avoir toutes les informations à l'intérieur. C'est Stringify en majuscule en plus. Ok. Ici. Alright. On voit ça. On voit ça. Fait que je peux voir ici. Si là ici le cookie, hein, il est déjà rentré là, parce que en fait, Insomnia, quand j'ai fait le login, il m'a mis le cookie en mémoire. Donc ça me permet de le réutiliser directement. Puis à partir de là, ok, j'ai pu le recevoir avec mon check. J'ai pu le vérifier avec mon secret. Puis ça a bien marché, ça a été décodé. Je peux avoir ici que c'est bien le user Hugo. Puis je sais que c'est, en tant que serveur, moi qui a envoyé cette information-là. Fait que je sais que c'est bien Hugo, ok, qui a bien passé par l'authentification. Si, admettons, là, je change de cookie. Et fait que je m'en vais à la fin complètement. Et change la signature. La signature est plus bonne, là. Je l'ai changée. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais mon check? Je peux voir ici, invalid signature. Puis, en fait, si je veux être... Je peux même envoyer le status 403, hein, pour dire c'est pas supposé être ici, c'est pas toi, là. OK? Donc, le token est pas bon. Là, si je retourne à mon authentification, je fais mon login, je reset mon login correctement, je reteste, là, je suis correct. Hein, parce que là, il est bien signé, c'est bien moi qui a fonctionné. Fait que, ce principe-là, là, OK, de check, tu peux te dire que ça va arriver à toutes les pages que tu vas en avoir besoin. Hein? Donc, ce qu'on va faire, c'est à la place d'avoir ce code-là dans chacune des pages que j'aurais besoin de checker. Hein? C'est comme je pourrais avoir, ici j'ai check, mais je pourrais avoir post, je pourrais avoir ma bio, mon about page, n'importe quel site
n'importe quel accès que j'ai besoin de faire, je vais souvent avoir besoin de savoir est-ce que je suis logué ou pas, c'est qui, avec qui je suis logué, et ainsi de suite. Fait que cette phase-là d'authentification pourrait être utilisée avec un middleware à la place. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une application de middleware. Fait que on va se faire l'application de middleware qu'on va pouvoir utiliser par la suite, puis avoir les différentes pages qui vont être beaucoup plus simplifiées. Fait que tout ce que j'ai fait ici va aller là-dedans, mais deux choses vont être différentes. Premièrement, quand je vais aller chercher l'information, en fait, je vais même pouvoir mettre, puisque je sais qu'est-ce qui se passe, hein, c'est user que je vais avoir. Puis à la place d'envoyer le status, je vais faire next. Mais s'il y a une erreur, OK, fait que c'est forbidden. Fait que j'ai maintenant un middleware que je peux utiliser quand j'ai besoin, puis qui va automatiquement faire l'authentification. Si l'authentification est bonne, je vais directement pouvoir utiliser le user. Fait que ce que je peux faire ici, c'est, on avait vu qu'on pouvait enchaîner les middleware. Fait que quand je fais check, je veux faire autorisation en premier. Puis après ça, dans ma requête, je vais pouvoir directement renvoyer le user. Ici, quand je fais sur check, je peux voir que ça a renvoyé Hugo. Je peux voir que j'ai passé à travers le middleware. Puis là, si j'ai besoin de faire d'autres pages, je sais pas mon profile, mettons. J'ai juste à utiliser auth en premier. Puis là, je sais que j'ai après ça mon middleware principal, là, mon middleware final, là, que je peux commencer à utiliser. Puis travailler à l'intérieur de ça. Puis, si à n'importe quel moment, la signature devient invalide, ben quand je commence à aller dessus, ça ne se rend pas à cet élément-là parce que quand je passe dans mon premier middleware, il est comme non, 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 tu passes pas au prochain, je te retourne tout de suite une problématique qui te dit que tu es forbidden, tu n'as pas le droit d'être ici. Donc, cette mécanique-là permet de travailler avec les middleware et permet d'utiliser les JSON Web Tokens pour s'assurer de notre communication. Là, en ce moment, c'est vraiment le minimum requis pour être capable de travailler avec les JSON Web Tokens. Le principe, c'est que si je voudrais avoir une meilleure authentification, ben là, en ce moment, le /login, ben, il faudrait avoir un test ici, là. OK? Donc, avant de créer le payload, il faudrait dire, ben, dans la requête, est-ce que dans le body, OK, est-ce que j'ai un password? Est-ce que c'est égal à mon password? OK? Et ici, oups, Z, on ouvre les parenthèses, on met ça. Donc, un exemple, ça serait de dire, ben, correct, je mets le cookie, mais seulement si le password est bon. Sinon, ouais, je sais pas moi, 503 mettons. Bon, 403, forbidden. T'as pas mis le bon mot de passe. Fait que là, ici maintenant, si j'essaie de faire mon authentification, ça marche pas, à moins que
dans le JSON, j'ai le password. Puis il faut que le password, ça soit HugoPass. Puis là, quand je le send, j'ai le 200, j'ai reçu le token, puis là, je me suis authentifié. Tant que j'ai maintenant le token, j'ai prouvé mon authentification, je suis correct. Bon, là, encore une fois, ça, c'est comme le minimum viable. Hein? Donc, si j'ai pas le bon mot de passe, hein, ça marchera pas. Même principe de Forbidden. Puis, si on étend ça, ben, cette ligne-là pourrait avoir une fonction qui permet de vérifier le mot de passe par rapport, mettons, à un nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, tu vas chercher le mot de passe dans une base de données. Évidemment, tu peux le hasher là, avant de le voir. C'est d'autres méthodes de gestion de sécurité. Mais le principe fondamental reste là. On a réussi à détecter une identité. J'ai envoyé l'identité que j'ai signée avec un JSON Web Token. Puis maintenant, la personne qui a ce token-là peut revenir me voir puis vérifier que tout est beau. Fait que là, je peux aller utiliser cette information-là. Je peux commencer à dicter que je suis certain que cette personne-là est bien Hugo parce qu'elle a fourni m'a amené le bon mot de passe puis est capable de me redonner le token que j'utilisais. Est-ce qu'on a des interrogations avec ça? Ça a-tu bien été? C'est-tu intéressant? C'est-tu pertinent? Ça a-tu été trop vite? Parce que c'est quand même un gros morceau ici. J'ai vraiment essayé de le distiller à son plus pur. Hein? Donc, j'ai comme mis l'authentification de côté. J'ai vraiment juste expliqué les JWT. Le principe d'authentification, j'allais attaquer ça la semaine prochaine avec les bases de données. Excellente question, Lily. Est-ce qu'on peut mettre une expiration sur le token? Certainement. Donc, quand tu signes le token, il y a une série d'options que tu peux mettre. Une de ces options-là, ça va être le expires in. Fait que si, admettons, je voudrais rajouter dans ma signature, mettons quelque chose qui expire dans les 5 prochaines secondes, on va faire ça. Fait que quand je le signe, je peux avoir les options. Donc, c'est un objet avec différentes possibilités. Donc, je peux avoir le expires in, puis on va dire 10 secondes. OK? Fait que 10 secondes, ça roule vite, là. Fait que si on l'essaye, c'est bien ça. J'ai bien marqué ça correctement. Ouais. Fait que ça repartit mon affaire. Fait que je me login. J'ai mon web token. Je fais le test login. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. J'attends une dizaine de secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le send, ça marche plus. Donc, puis je peux voir ici le message d'erreur dans mon log, hein, parce que quand le token ne passait pas la vérification, j'ai mon log, ça me dit il a expiré là, je peux pas te donner ça. À partir de là, c'est toi qui peux comme gérer ton application puis donner peut-être des messages d'erreur plus comme force-les à loguer out pour qu'ils redemandent un login. Mais le principe, c'est qu'on a des options dans nos Java Web Token qui me permet de travailler avec ça. On a, comme si on regarde, là, on peut décider de l'algorithme. Par défaut, c'est le HS256. On peut aussi faire le not before. Donc, ça prend un certain temps avant que le token soit utilisable. On a ici, on peut mettre le no timestamp, hein, parce que par défaut, si on regarde, il y a tout le temps ici un issued at. Donc, le timestamp de quand est-ce qui a été donné. Donc, on a cette information-là. On peut dire non.
On a une couple d'autres informations là, qui viennent avec, mais c'est pas mal les éléments importants. Même principe pour Verify. Tu as aussi une autre série d'éléments que tu peux avoir comme option à l'intérieur, dépendamment de ce que tu es en train de faire, mais c'est pas mal ça pour les JSON Web Tokens. Donc, encore une fois, le principe fondamental, c'est d'être capable de les utiliser sur un principe d'authentification. On fait un principe juste de vérification d'une première connexion. Tu peux aussi l'utiliser pour comme gérer des sessions, mettons, ou des choses comme ça. C'est aussi possible. Fait que sinon, ben, ça serait tout de qu'est-ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. Il nous reste, je crois, 2 cours. Donc, la semaine prochaine, on va regarder les intégrations avec des bases de données. Donc, comment avoir une application à 3 tiers, donc un 3-tier web application, où c'est qu'on va avoir la partie de front-end en React, la partie de back-end avec Express, puis la dernière partie qui va être la connexion entre Express et notre base de données. Puis la dernière semaine, on va regarder une espèce de tour d'horizon des différents frameworks qui peuvent nous faciliter la vie par rapport à toujours créer l'application React, créer le back-end, créer la base de données. On va voir qu'il existe certaines nouvelles, quand on parle des 2-3 dernières années, là, nouveaux frameworks qui permettent d'essayer d'intégrer ces différents processus-là à l'intérieur d'un seul framework qui nous permet de avoir encore moins de boilerplate, avoir moins de friction durant le développement d'une nouvelle application. Ici, en passant, les JSON Web Tokens, c'était un sujet qui a été amené par un de vous. Donc, sentez-vous bien à l'aise de suggérer différentes problématiques que vous aimeriez voir à l'intérieur de la formation. Ça va me faire plaisir d'intégrer la matière à qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, interrogations, ben, ça serait la fin pour nous pour cette semaine. Je vous laisse le temps de possiblement écrire des choses. Mais sinon, bonne soirée à vous tous. Ici, ben, Lily demande pour le déployer sur un ordi distant. Donc, tu dois installer le serveur d'Express. Effectivement. Donc, le principe, c'est que si tu veux déployer ton API quelque part, ben, il va falloir que cet ordinateur-là roule Express. Okay? Donc, roule une application de Node qui va exécuter Express dessus. C'est effectivement qu'est-ce qui arrive dans la majorité des API qui existent aujourd'hui. Excellente suggestion de partager le fichier. Mais je pense que c'est pas mal ça pour les questions. On va arrêter l'enregistrement pour l'instant.